Salut à tous, bienvenue pour ce 20e podcast. Salut Chris. Coucou Anthony. Alors on y va, question de la semaine. Donc tu commences? Allez, je commence. Allez, go. Comment vider ses stocks de glycogène et comment savoir quand ils sont bas pour maigrir? Alors, je pense que là, ce n'est pas une question genre on vide ses glycogènes et on fait une recharge en vue d'une compétition. Là, je pense que l'idée, c'était dans un régime, une personne qui veut perdre du poids, comment elle fait pour vider ses stocks de glycogène. Et parce qu'apparemment, je pense qu'elle a entendu dire que plus ses stocks de glycogène étaient bas, plus elle utilisait ses graisses comme énergie pour perdre du poids. On le fait pas. Quoi? On le fait pas. Non, on ne le fait pas. Voilà, on le Ça, fait pas, tout c'était. simplement. Ouais. Ne le fais pas. Voilà, il faut pas le faire. Ça ne servira strictement à rien et tu risques plus de perdre de la masse musculaire que de perdre du gras et de flinguer ton métabolisme parce que la seule manière de descendre, ça va être de faire énormément d'activité physique et de ne plus manger de glucides pendant une certaine période. Donc, tout ce qu'on va déconseiller pour une perte de poids. Donc, ne le fais pas, ne le fais pas. Même en pré-compétition, on ne le ferait pas totalement. Donc, ne le fais pas. Voilà. Ouais, donc voilà, c'est un point qui est très intéressant parce que c'est encore un peu une idée reçue comme quoi il faudrait d'abord vider ses stocks de glycogène avant de pouvoir utiliser la graisse comme énergie dans une vue de perte de gras. Mais en fait, tout ça, c'est des idées reçues en fait. Et on n'a pas besoin de vider ses stocks de glycogène pour perdre du gras. Il suffit juste d'être déjà en. Heureusement. Comment? Heureusement. Heureusement, c'est clair. Non. Et on le voit d'ailleurs en début de régime. Bon, à part ceux je vois, qui font encore des diètes extrêmes et qui en diète starter coupent les glucides. Et en effet, ils perdent beaucoup de poids, mais ils perdent surtout beaucoup d'eau parce qu'ils perdent justement du glycogène musculaire qui retient l'eau. Mais encore une fois, nous, on ne pense pas que c'est la meilleure méthodologie, même si certains le font et qui ont malgré tout quelques bons résultats. Il faut être honnête, hein, faut être honnête. Mais pourquoi ils ont des résultats? Parce qu'ils sont en fait en déficit calorique. Et on va vous expliquer pourquoi finalement vider ses stocks. Alors déjà, il faut savoir que vider totalement ses stocks de glycogène, c'est quasiment impossible. Impossible parce que si on vidait totalement ses stocks de glycogène, on serait totalement paralysé. On serait complètement, voilà, comme ça. On ne pourrait plus bouger. Et il faut le savoir, hein, c'est un abus de langage de dire qu'on vide totalement ses stocks de glycogène, c'est pas possible. Je crois qu'on peut les vider de 50% si ma mémoire est bonne. Mais au-delà, c'est difficilement. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que de toute façon, votre corps refait du glycogène de manière automatiquement, que ce soit par des voies métaboliques, il refait des stocks de glycogène parce que c'est hyper important pour lui. Hein, voilà, donc c'est des petits points à avoir. Et puis, comme on l'a expliqué, vider ses stocks de glycogène, enfin du moins les réduire, vous met dans un état de fatigue qui risque d'être chronique. Ça risque aussi d'affaiblir votre métabolisme parce que vous avez plus stimulé votre T4 qui se convertit en T3, qui sont les hormones un peu au niveau de la thyroïde, qui sont un peu en fait notre chaudière et notre chef d'orchestre du corps. Donc ça, c'est pas génial sur le long terme. Enfin bref, il y a plein de paramètres qui fait que voilà, vider ses stocks de glycogène, c'est vraiment pas optimal. Et en plus, n'oubliez pas une chose, c'est que, encore une fois, les glucides préservent les protéines. Et ça, on oublie, on veut monter nos protéines à mort pour avoir cet effet anticatabolique en étant sûr que notre corps ne va pas bouffer nos protéines musculaires. Mais en fait, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus vous allez manger de protéines au détriment des glucides et plus votre corps va transformer vos protéines en glucose pour avoir de l'énergie. Donc attention à ça, ça ne sert à rien. Il vaut mieux avoir un apport minimum de protéines et de compléter par les glucides qui va protéger finalement la néoglucogénèse des protéines. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais voilà, c'est des choses qu'on déconseille au final. Voilà. Si, je pense que tu as été clair. Je pense que c'était bien. Alors, non, je passe cette question, c'est sur le fromage blanc. Laisse tomber. Ah si, moi. Alors, Elle dit balance, balance. pour ou contre le fromage blanc? Ah, intéressant. As-tu une alternative? Bon, je vais pisser. Allez, vas-y, exprime-toi. Alors, bon, Au charabia de mecs payés par. Tout le monde sait que tu es payé par Lactel maintenant. lactate. Lactel ou Candia pour pas faire de pub.
ou Yoplait. Alors, encore une fois, j'aime toujours dire qu'il faut distinguer le lait industriel à grande échelle et le lait du petit producteur du coin local où ces vaches broutent de l'herbe et où alors les petites chèvres et on mange du fromage blanc, de la faisselle de brebis, truc. Vous voyez déjà que là, on n'a pas tout à fait le même produit sur un produit qui est industrialisé, qui est passé sur des techniques à haute température et qui perd quasiment toutes les valeurs nutritives du lait qui seraient entre guillemets bonnes. Et puis un petit producteur ou une petite coopérative où le lait est cru ou pasteurisé, parce que cru, c'est vrai que ça peut poser peut-être des problèmes sanitaires. On en parlera avec la part. Mais voilà, donc déjà, ce n'est pas tout à fait les mêmes produits. Donc déjà, le fromage blanc que vous achetez en grande surface, je ne pense pas que ce soit la panacée. Ça peut dépanner, mais honnêtement, ce n'est pas le top. Moi, par exemple, quand je mange du fromage blanc de mauvaise qualité en grande surface, j'ai que des remontées acides. Je ne peux pas consommer de fromage blanc. C'est un truc catastrophique. Voilà. Mais quand je mange un fromage blanc, par exemple, de brebis, alors le problème, c'est que c'est beaucoup plus cher. Et bio, par exemple, eh ben, je n'ai pas de ces remontées acides. Donc déjà, c'est étonnant. Voilà, donc mon point de vue personnel, si ça reste un produit bio de qualité, ça ne poserait pas de problème si tu n'as pas d'intolérance au lactose ou aux protéines laitières. En revanche, voilà, les fromages blancs en grande surface, pourquoi pas pour dépanner de temps en temps. Je n'en consommerai pas personnellement tous les jours. Donc voilà en tout cas moi, ce que je suggère pour les personnes qui veulent continuer à manger, par exemple, du fromage blanc, qui est vrai une source de protéines quand même hyper pratique et que je peux comprendre qu'on peut se poser la question parce que je pense que 80% encore des gens qui font du fitness ou du bodybuilding consomment du fromage blanc à 4 heures parce que j'avoue, c'est aussi pratique. C'est pratique, c'est répandu et c'est pas cher. C'est riche en protéines. C'est pas cher. C'est pas cher. Tu prends comme souvent on achète en grande surface les marques qu'on a citées au début en faisant les cons. Bah, c'est pas cher. Je crois qu'un kilo, ça doit être 1 € et quelques, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas cher. Quand tu fais pour un taux de protéines qui est énorme. Tu te rends compte, je crois que c'est 8 grammes de protéines au 100 grammes. Ouais, un pouce, ça fait 50 grammes. Ouais. Donc, ça te fait pour 1 € et quelques 40 grammes de protéines. Quoi. Pour 1,50 €. 80, parce que s'il y a 1 kilo, 8 fois 10, 80. Ah, c'est 1 kilo. Oui, excuse-moi, c'est 1 kilo. Oui, je ne sais pas pourquoi je partais sur les pots de 500 grammes, moi. C'est 1 kilo de pot, donc c'est. Moi, je sais, quand j'avais pas une thune, j'achetais ça. Mais on l'a tous fait. Mais on l'a tous fait. Mais j'en ai mangé des tonnes et des tonnes. Hein. Et je comprenais pas pourquoi ça me faisait toujours des gaz et tout ça. Bon, moi, je supporte absolument pas. Hein. Ça, les produits laitiers, je supporte absolument pas. Bon, voilà. Après, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que je vais répéter ce que j'ai dit un peu avant. Bon, je sais qu'en ce moment, les produits laitiers, ça revient un peu, voilà, via ce que tu as expliqué. Moi, je suis toujours pas convaincu. Pas pour, ouais, pas convaincu et pas pour, absolument pas d'ailleurs. Autant il y a d'autres sujets où, tu le sais, hein, il y a des sujets où je change d'avis, je suis totalement ouvert, mais pas sur ça. Voilà. Donc, ça reste mon avis et ma manière de faire, c'est que c'est vraiment toujours sans produits laitiers pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Voilà. Donc, je vais pas. Mais c'est intéressant pour ce que tu as expliqué un autre point de vue qui, pour les gens qui veulent en consommer, voilà, ça peut être intéressant. Ils peuvent faire attention déjà à la qualité et à ce que tu as dit. Voilà. À toi, question suivante. Alors, question suivante. Bon, on va rester un peu sur les produits laitiers parce qu'il y a une question. Que pensez-vous des protéines natives? Y a-t-il un réel intérêt? Intéressant. Alors, honnêtement, moi, en termes de compléments alimentaires là, et de type de whey, c'est plus Latmar que moi l'expert. Hein. Moi, je suis arrêté vraiment à la base de la base. Donc, je pense que ton avis sera beaucoup plus intéressant que le mien. Juste, on avait fait une vidéo une fois avec Latmar où il expliquait vraiment le procédé de fabrication, d'exfiltration et tout ça. Donc, c'était super intéressant de comprendre en fait qu'il y a des whey, des protéines qui sont vraiment à la base des déchets et en gros, les industries laitières se sont un peu dit bon, on a toute cette tonne de produits qu'on gaspille, qu'on jette, et comment est-ce qu'on va en faire quelque chose? Parce qu'en fait,
quand on a une société, quand on est un gros de l'industrie agroalimentaire, il faut bien comprendre qu'on a des déchets dans chaque produit et que le but d'une société, c'est d'avoir le moins de pertes possible. Donc, c'est pour ça que parfois, on nous refile un peu de la merde à manger. C'est parce que bah, il faut bien qu'ils en fassent quelque chose. Eux, ils sont plus dans le souci du business que la Alors, santé. ouais, Et donc, voilà, il y a certaines certaines protéines qui seraient plus des déchets, qui seraient plus issus des déchets et de ce qu'on ne voulait pas que de la bonne matière première. Voilà. alors je vais faire un tout petit bémol sur le déchet parce que j'entends beaucoup ça et moi, ça me fait un peu bondir. En fait, le déchet, je vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi, ma mère, par exemple, pendant des années, elle a élevé des chèvres et si tu veux, elle a fait beaucoup de fromage. Et c'est vrai que, par exemple, une très grande partie des produits laitiers vient en fait de la fabrication, enfin une grande partie, oui, des produits laitiers et au service en fait de l'industrie fromagère pour faire des fromages. Et quand on fait du fromage, en fait, ils sont pressés et il y a un genre de petit jus qui sort et ce jus s'appelle le petit lait. Le petit lait qu'on donne généralement au cochon d'ailleurs parce que c'est très riche en nutriments. Et le petit lait en fait c'est de la whey, c'est du Ouais. lactosérum. Oui, Voilà. Et en fait le déchet, c'est ce qu'on appelle le déchet en fait, c'est ce jus en fait qu'on presse les fromages et tout ça, c'est ce jus qui sort. Dans les yaourts aussi, vous voyez un petit jus qu'on prenait des yaourts, il y a un petit liquide au-dessus. En fait, ça, c'est du lactosérum, c'est de la whey. ouais, mais je pense que toi, tu le vois comme ça et que quand Latmar le dit, c'est que est-ce que ce petit lait dans l'industrie, tu vois, il y a ces déchets-là que toi, tu as vus, mais je pense que dans lui, il fait ça dans des cuves, hein, il ne fait pas ça, tu vois. Bien sûr, bah, c'est à échelle industrielle. Voilà, je pense qu'il y a d'autres déchets, que c'est encore le petit lait, peut-être encore exfiltré, peut-être encore travaillé, tu vois. Je pense qu'il y a des procédés qui font que voilà, il y a des différenciations et peut-être aussi des qualités de lait, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Après, je te dis encore une fois, moi vraiment, je suis pas un expert là-dedans. C'est vraiment lui Je pense l'expert. pas que ça va être vraiment intéressant de faire un podcast spécial avec lui parce que Je sais que voilà, je sais qu'on avait fait j'ai pas retenu malheureusement puisqu'on a fait ce live sur Facebook il y a peut-être 2 ans et il avait fait tout un schéma et la vidéo dure 45 minutes. Donc, tu vois, j'ai pas retenu surtout que là, ouais, encore une fois, moi, j'en mets pratiquement pas dans les diètes et c'est pas trop mon dada. Je sais ce qui est bon, ce qui est pas bon, mais t'expliquer en détail, lui, il le dirait mieux, voilà. Mais il y a une différence quand même dans ce qu'il avait expliqué de matière première. Mais c'est au final un peu ce que tu expliques précédemment dans le lait, tu vois. Tu as l'UHT, puis tu as le lait cru. Je pense que c'est un petit peu la même réflexion. c'est ça. Après, alors, au niveau des whey, qu'elles soient natives ou non, je vais vous dire la vérité. Bon, dans les études qu'on a au niveau d'embolisme, ça change absolument rien. Donc, il est possible que vous payiez ça extrêmement cher, en tout cas beaucoup plus cher, pour au final ne pas avoir finalement plus de résultats. Donc, je vous le dis, c'est pas très machin. Moi, je sais que j'en fais pas à cause de ça, parce que je trouve que c'est abusé le prix que ça coûte pour au final avoir pas de C'est différence. vraiment beaucoup plus cher, je sais même pas pour te dire si c'est. Ouais, bah, ça peut aller au double quand même, toi. Donc, Ah ouais, d'accord. ouais, alors, ça dépend des marques, ça dépend de plein de trucs, mais ça peut aller jusqu'au double. Voire le triple, j'ai vu. Hein, est-ce que ça en vaut réellement la chandelle? Je ne pense pas. Voilà. Surtout que ça reste de la whey, entre guillemets. Donc, sur un produit comme ça, voilà, après, il y a tout un gros bois comment ça s'appelle médiatique et de publicité, ce qui est normal, hein, parce que faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de marques. Moi, je peux vous dire, hein, je suis dedans, donc voilà, il y a beaucoup de marques. Chacun essaie de se différencier comme il peut. Et puis, il fallait renouveler la whey. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sort la native, c'est un nouveau produit, c'est un nouveau truc, c'est encore mieux. Et puis, on vend ça plus cher. C'est un peu le même truc qu'il y avait eu avec la créatine. La créatine monohydrate, qui est celle qui sont dans toutes les études et qui ont montré le plus d'efficacité. À un moment donné, alors, il faut savoir que la créatine monohydrate ne coûte pas cher, hein, à la base. Donc, je me suis dit, OK, on va essayer de trouver d'autres créatines pour les vendre 2 fois plus cher et dire que c'est encore mieux. Sauf que quand on compare les études, par exemple, avec la créalcaline, en fait, elle est moins efficace. Donc, bon, ça laisse à réfléchir. Et en fait, avec la whey, c'est passé un peu aussi la même chose. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, la native, attention, j'ai pas dit ça, mais voilà, on lui prête, je pense, beaucoup de choses pour au final pas grand-chose. D'accord.
C'est du business, encore une fois. Donc, je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas ça, mais à mon avis, c'est Ça très vaut cher. pas le coup. On ne dit pas que c'est pas bien, ça vaut pas le coup. Voilà. Ça coûte très cher pour ce que c'est. Donc, bon, si en plus vous consommez pas beaucoup de whey, j'ai envie de vous dire, voilà. Moi, je dis prenez pas de whey, ça ira plus vite. Alors, question suivante. On va arrêter les produits laitiers, ça suffit. Alors, ça c'est super bien ça. Une solution pour la stagnation lors d'une sèche. On a déjà un peu parlé, mais c'est bien, je trouve, parce que Ouais, non, ça fait, dans les ouais, pertes de poids. ça fait partie des plus grands problèmes en sèche, c'est que au début, votre corps sèche tranquillement, et puis au bout d'un moment, on arrive à un plateau, et puis votre corps ne veut plus rien savoir, tout simplement parce que votre corps est là pour vous protéger, et que s'il perdait du poids indéfiniment, il mourrait. Il meurt, tu vois. On voit chez les personnes anorexiques, quand tu perds du poids de manière indéfiniment, tes fonctions vitales, tout marche au ralenti, tout s'autodétruit entre guillemets, parce que votre corps est cannibale et qu'il se bouffe. Donc, il a un système qui fait que il va s'adapter à ces nouvelles calories qu'on lui a données pour pas perdre plus de poids, pour assurer tout simplement sa survie. C'est un processus tout à fait normal et heureusement que c'est là, sinon l'espèce humaine n'aurait pas survécu au fil des siècles dans des cas de famine ou des choses comme ça. Donc c'est un processus qui est normal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut lui dire qu'il n'y a plus d'alerte rouge, on n'est plus en danger, et pour ça, il va falloir remonter les calories. On n'a pas le choix. C'est soit vous continuez à descendre les calories, euh, et puis votre corps va encore s'adapter. Vous allez perdre peut-être encore du poids, mais votre corps va encore s'adapter. Mais vous allez arriver à une critique d'énergie minimum, qui là pose problème au niveau de votre métabolisme. Donc ça va commencer à tout dérégler. Voilà. Et on évite de descendre en dessous de ça. Et généralement, alors, cette limite critique d'énergie, je sais que Will Johnson avait fait une vidéo là-dessus qui était hyper intéressante. Moi, au début, ça m'avait vachement interpellé parce que quand on a des compétiteurs, et toi, tu le sais aussi, Anthony, c'est très difficile à un moment donné de ne pas descendre en dessous de cette limite critique d'énergie pour continuer à perdre du poids pour les compétiteurs. Parce qu'on a une date butoir et que malheureusement, des fois, on n'a pas le temps de pouvoir remonter en calories pendant plusieurs semaines pour pouvoir rebooster son métabolisme, pour pouvoir recommencer. On est aussi limité par le temps. Et malheureusement, il est très difficile parfois de ne pas descendre en dessous de cette limite d'énergie qui est très simple. La limite d'énergie critique d'énergie, c'est votre métabolisme de base, pas de maintien, de base, plus votre dépense énergétique due au sport. Je m'explique. C'est votre métabolisme de base, par exemple, pour nous, par exemple, c'est des gabarits d'hommes, il doit être aux alentours de 2000 calories de base, plus notre dépense calorique à l'entraînement, qui doit être entre 300 et 500 calories. D'accord? Il ne faudrait pas descendre en réalité en dessous de 2300 à 2500 calories pour ne pas arriver en dessous de cette phase critique d'énergie. Alors, ça paraît fou. 2300, 2500? Non, mais c'est une moyenne. C'est une moyenne, c'est pour donner un exemple par rapport à un gabarit entre 80 et 90 kilos. Encore une fois, c'est juste un exemple parce que suivant ton métabolisme. 2500, c'est haut. Je sais qu'en ce moment, c'est la mode de dire. Je- ça me fait un peu rire parce qu'en ce moment, c'est la mode des coachs à qui fait manger le plus de calories à ses clients pour perdre du poids. En ce moment, c'est la mode. Oui, mais ouais, mais C'est c'est bien. pas. Je sais que c'est bien, mais C'est bien en réalité parce que on change finalement Alors, je sais, ouais, mais tu vois, c'est prenant comme ça, mais le problème de ça, Chris, c'est que en faisant ça, ils se rendent pas compte, mais tu es toujours dans la comparaison. Tu vois? Déjà que les réseaux sociaux, tu es toujours dans la comparaison. Ouais, mais moi, je fais 6 exercices. Ouais, mais moi, j'en fais 7. Ouais, mais moi, j'en fais 8. Alors là, maintenant, c'est celui qui mange le plus de calories. Et alors, le pauvre Pecno qui a un métabolisme qui a subi pendant des années, il se voit à tant de calories, il perd pas du poids, il se sent comme une merde. Alors que, tu vois, c'est tellement une question aussi. C'est bien, c'est super qu'un coach arrive à faire manger 2500 calories, à 2500 calories à une femme et perdre du poids. Mais le problème de ces coachs, entre guillemets, attention, je vise personne, tu le sais, moi je m'en fous, hein. Je fais mon truc dans mon coin, c'est que ils ont 10 clients. Mais quand ils auront beaucoup de clients, ils se rendront compte que c'est pas possible avec tout le monde et que c'est une question aussi d'antécédents, qu'il y a des paramètres médicaux après chez certaines personnes, il y a tout un tas de facteurs
et qu'ils y arrivent peut-être avec une personne. D'ailleurs, tu vois souvent des gens, ils ont 60 clients, mais tu vois toujours le même sur les réseaux sociaux ou les mêmes, tu sais. Tu as 2 avant-après dans toute leur vie, c'est toujours les mêmes. Mais il ne faut pas oublier tous les autres autour, tu vois. Tous les autres autour, parce que les autres, bah, ils se sentent un peu lésés. Et je comprends le fait d'avoir besoin, c'est une petite parenthèse que je fais, hein, excuse-moi, hein, Il y a pas de mais souci. je comprends le fait d'avoir besoin de faire sa pub sur ses clients, sur ça, parce que ça attire les gens, tu vois. Et moi-même, le premier, à l'époque, j'aurais eu tendance à le faire, à mettre peut-être beaucoup d'avant-après. Et pour les gens qui nous suivent, vont se rendre compte qu'on en met beaucoup moins. Et pourquoi? Parce que j'ai cette réflexion maintenant que est-ce que c'est bien pour moi, mais est-ce que pour la majorité des gens, c'est bien? Tu vois, est-ce que j'ai un impact? Je sais que tu as cette réflexion. Est-ce que sur le monde, entre guillemets, c'est prétentieux, j'ai un impact positif ou j'ai un impact négatif? Tu vois? Et je pense que ça, c'est une piste à prendre en compte pour ceux qui font ça, de dire oui, ok, lui, il perd avec 2500 calories, elle les perd, mais attention, il y a ça, il y a tel facteur. Si vous n'y arrivez pas avec tant de calories, ne vous sentez pas comme une merde, vous ne l'êtes Tout pas. à fait. Vous pouvez y arriver, mais voilà. Alors peut-être c'est un peu bête ce que je disais comme réflexion, là, ça fait un peu le mec qui gueule, mais voilà, c'est une piste intéressante pour la Non, majorité des gens. alors d'une, c'est pas bête du tout. Et encore une fois, toute une question d'individualisation. Ça, Hmm. c'est clair et net. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un métabolisme ultra fort, qui tournent un peu en Ferrari, qui ont des Ouais, gros moteurs, carrément. qui peuvent consommer beaucoup d'énergie, et d'autres qui roulent avec des voitures un peu moins puissantes. Et c'est vrai qu'à ces personnes-là, malheureusement, on ne va pas pouvoir les faire sécher à 2500 calories. Voilà. Voilà. Alors, en tout cas, une chose qui est certaine, et pour essayer qu'on se mette même d'accord par rapport à ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que qu'on arrive. Moi, par exemple, j'ai eu des cas de personnes qui arrivaient où à 1000 calories, ils ne séchaient plus. Là, il faut d'abord faire un travail pour remonter ce métabolisme, réparer, je dirais même ce métabolisme, avant même d'envisager de reperdre du poids derrière, parce que sécher à 1000 calories, c'est une catastrophe. Autant vous faites ça les 2 dernières semaines, une compétition, allez, pourquoi pas, machin, mais sur le long terme, je vous déconseille, c'est très délétère. Ça cause des dommages métaboliques qui sont réparables, bien sûr, mais qui mettent beaucoup de temps à se réparer, qui peut créer aussi des TCA, voilà, parce que vous déréglez tout. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc, pour revenir un peu au sujet de base, par exemple, pour une femme qui fait, allez, on va dire 60 kilos, on va prendre l'exemple d'une femme qui fait par exemple 60 kilos, qui a un métabolisme de basal entre 1200 et 1300 calories, plus sa dépense calories, il faudrait pas qu'elle descende, par exemple, encore une fois, c'est des exemples, entre 1400 et 1500 calories. Ça, c'est la partie théorique. Et c'est Voilà. vrai, voilà, c'est la partie théorique. Et c'est vrai que parfois, dans la pratique, vous allez voir qu'on est obligé de passer un petit peu en dessous et tout ça. Mais encore une fois, là, on va dire, pour revenir au sujet principal, le seul moyen, en fait, qu'on a un métabolisme bloqué, soit on descend un petit peu ses calories, si on est encore haut en calories. Si on est déjà très bas en calories, le seul moyen, ça va être de remonter les calories pour pouvoir remonter son métabolisme et pour dire à ton corps, hé Coco, tout va bien, pas de panique, tu peux tout renclencher au niveau hormonal, tu peux te permettre de gaspiller de l'énergie parce que tu n'es plus en danger. C'est vraiment une réflexion aussi à avoir par rapport à ça. Dire à son corps, en fait, il ne faut pas aller à l'encontre de son corps, mais il faut aller avec lui. Parce qu'on est trop dans une optique à lui faire mal. On va au sport pour se détruire, on va au sport pour brûler des calories, euh, on mange pour s'affamer, pour perdre du poids. On va trop à l'encontre de son corps et il faut bien vous dire une chose, votre corps est toujours plus fort. Parce que lui, sa seule optique, et ça se passe au niveau du cerveau reptilien, sa seule optique, c'est de vous maintenir en vie. Et ça prend sur le pas sur tout. Sur tout. C'est pour ça que quand vous êtes en danger, le cerveau reptilien prend le pas sur le néocortex, qui est le cerveau de la réflexion, aussi la partie qui vous permet de se projeter. Mais le cerveau reptilien est plus fort que tout. Et souvent, on a vu des cas où quand tu es en régime extrême, tu sens que tu pètes un plomb, tu dis pourquoi je vais bouffer cette glace, pourquoi je vais craquer à bouffer cette pizza.
Alors que mentalement, tu dis non, mais j'ai cette échéance, il faut que j'arrive à tel poids, à telle date pour entrer dans cette robe. Pourquoi à un moment donné, tu pètes ton plomb? Parce que ton cerveau reptilien, de manière automatique, va squeezer ton néocortex sur ta projection, sur ta raison, parce que lui, ce qu'il veut, c'est ravaler beaucoup de calories pour assurer ta survie. Et une fois qu'on a compris ça, on a une vision systémique des choses qui est totalement différente. D'accord. Moi, je pense qu'après, tu as tout dit. Je te dis, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Voilà, juste quand j'ai mis le bémol, c'est vraiment sur le chiffre, en fait. Le fait de, encore une Bien sûr, fois, bien d'être sûr. dans le calcul, les maths et tu vois, ok, de donner une. J'ai du mal avec les moyennes, alors je comprends qu'on donne ça, mais voilà, de C'est faire comme ça pour avoir une attention. référence aux gens pour que ce soit parlant. Mais Voilà, évidemment, vous êtes tous individuels, vous avez tous un métabolisme de base différent, vous avez tous une activité physique différente, que ce soit sportive ou hors exercice, hein, le fameux NEAT, on parle tout le temps. Mais voilà, moi je connais des gens qui sont hyper actifs, qui bougent tout le temps, qui marchent, qui sont actifs toute la journée, qui dépensent beaucoup de calories, ou même quelqu'un qui est maçon qui va dépenser beaucoup de calories. Et à côté, vous avez des gens qui travaillent au bureau, qui ne bougent pas de la journée. Et évidemment, là, le métabolisme n'est plus du tout le même. voilà. Donc, un maçon va dépenser peut-être 4000 calories par jour sans prendre un seul gramme de graisse, alors qu'une personne qui est au bureau, le même corpulence, même poids, même gabarit, même masse musculaire, mais qui reste au bureau, cette personne-là va manger 2500 calories, et si elle mange 2800, elle va commencer à prendre du gras. Le problème de dire un homme standard. Qu'est-ce qu'un homme standard? Tu Tout vois. à fait, tout à fait. C'est tout le problème, et c'est le problème aussi qu'on trouve avec des régimes comme les régimes Ducan ou des régimes comme ça, qui sont juste des régimes hypoprotéinés, non, hyperprotéinés et tout ça. Mais le problème de cela, c'est que ce sont des régimes standards. Donc, ça peut marcher sur la majorité des gens, mais il y a une partie dans lesquelles ça ne va pas se retrouver parce que ça reste du standard. Mhm. C'est pas de l'individuel. Et c'est vrai que ça peut être bien, du moins quand vous démarrez comme ça un régime, c'est peut-être se faire suivre par un coach qui, lui, va vous aiguiller au départ. Voilà, qui va vous mettre des cadres, de ne pas partir à l'aveuglette parce que vous avez vu le régime soupe aux choux, vous allez bouffer la soupe aux choux pendant une semaine et que vous allez faire n'importe quoi. C'est bien d'avoir un cadre. Ben, Anthony, toi, tu fais ça très bien. C'est bien d'avoir un cadre au départ pour pas que, d'une, vous perdiez du temps et que vous fassiez n'importe quoi. Parce que le problème, c'est que si vous faites n'importe quoi, vous allez payer très cher derrière. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est toujours la santé. Et puis, Voilà. voilà, c'est important. On a encore le temps de faire une question? Une dernière question, allez. Alors, c'est à toi ou à moi? Je sais. Je crois que c'est à moi, en fait. Alors, vas-y. Allez, on va terminer par un truc léger. On me demande souvent comment on fait les crêpes à la farine de patate douce. Ah, bah vas-y, c'est super simple. Ben vas-y, dis-le, parce que Alors, dis-le après, comment tu fais. Comment toi tu fais. la méthode de base, bah, comment je fais comme tu m'as appris, hein, de toute façon. Je t'ai vu faire, donc je fais comme ça. Bon, la méthode de base, en fait, très simple. La farine, elle est tellement fine, tellement distillée, elle a la même texture que du sucre blanc pratiquement. Elle est aussi C'est pas fine. ça, et les gens ils vont croire que je mets du sucre dedans. Voilà. Déjà que Non, non, j'entends cette connerie. mais en fait, les gens comprennent pas. Ils veulent mettre du lait tout le temps dedans. Mais en fait, si vous mettez, par exemple, vous pouvez mettre du lait d'amande si vous voulez. Je sais que toi, t'en mets. Mais si vous mettez même juste les œufs et la farine dans un blender, moi, je fais ça. Je mets juste les œufs, la farine dans un blender. Elle est tellement fine que ça va tout seul. Vraiment, après, c'est hyper liquide. C'est, Pas de c'est crème. ce je te rassure, c'est ce qu'on fait. Hein. Même au salon, vous mangez œuf, farine. Il n'y a pas de Voilà. lait, il Ouais, n'y a je rien sais. d'autre. Voilà. Mais c'est ce Farine. qu'on fait. Hein. Voilà. Alors, Alors après, des fois, vous pouvez rajouter un demi-verre de lait ou de lait d'amande, ce que vous voulez, un demi-verre pour. moi, je trouve que c'est trop liquide après. Avec- Après, voilà, c'est vraiment pour la rendre encore plus légère si vous voulez. Mais c'est franchement, la plupart du temps, c'est pas besoin. C'est vraiment œuf et farine. Voilà, œuf, farine. Moi, j'aime bien mettre un petit boléro amande parce que ça donne un petit goût de frangipane. C'est toi qui... Par-dessus, hein, pas dedans. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Mais c'est quoi les dosages que tu mets? Ah, ben, c'est balèze quand même. Euh, alors, en ce moment, je fais 8 œufs. Alors, ça fait plusieurs crêpes, hein. Je fais 8 œufs bio avec, du coup, bah, c'est simple. Non, je sais que normalement, pour 2 œufs, c'est 25 grammes de farine, une dosette. Mais bon, après, quand tu fais la diète, tu fais selon ta diète. Bon, j'avoue qu'en ce moment, la diète, c'est un peu une de mes dernières priorités perso parce que j'ai tellement de travail que j'ai à peine le temps de m'entraîner et faire la diète. Bref, mais je mets 8 œufs pour 100 grammes de farine à peu près.
Ah ouais, c'est Ça fait c'est 4 belle crêpes. quantité. Ça fait 4 crêpes. J'en mange 2 le matin et 2 l'après-midi. Ou alors, je mange les 4 le matin. Tu vois, ça D'accord. dépend de mes journées. Tu vois. Mais, Mais, ouais. Mais j'ai déjà fait 12 œufs, 150 grammes de farine. ah ouais, Ouais, quand je faisais prise de masse, là, je mangeais 12 œufs par jour, 150 grammes de farine. ouais, gros, beau volume, hein. Bah, tu sais, je prends plus de protéines poudre, ça fait des années parce que, ou très rarement, hein, sauf quand j'ai pas le temps, très très Ouais, rarement, vous parce le que je savez. ne gère pas quoi qu'il arrive, peu importe la marque, hein, même top qualité. Et puis en fait, je trouve ça top. C'est vrai que ces crêpes, bah, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, c'est pratique, tu emportes ça partout, tu manges ça n'importe quand. Tu peux mettre du miel dedans, tu peux mettre du chocolat noir, tu peux mettre des fruits rouges. Bon, voilà. Et puis, comme on vient de le dire, c'est simple à faire. Donc, ça, c'est toi qui m'avais donné, je cuis à feu doux, couvert. Oui. Voilà, parce que c'est avant je faisais comme tout le monde, je pense, tu sais, à feu fort un peu. Enfin bon, ça n'avait rien à voir. Et vraiment essayer à feu doux C'est couvert. vrai que couvert, ça peut être pas mal dès que vous mettez de la pâte et que ça devient un petit peu épais. Mm. Voilà, c'est bien de mettre un couvert, comme ça au moins ça cuit dessous et dessus et ça cuit un peu à l'étouffée, j'appelle ça. Ouais, ouais. Sinon, si elle est fine, normalement, vous n'avez pas besoin de mettre du couvercle, hein. Voilà, et puis c'est tout. Bon, après, voilà, hein, bon, il y en a qui demandent des fois en matière grasse. Bon, si vous avez une poêle à crêpes top qualité, il n'y en a pas forcément besoin. Mais avec un peu d'huile de coco au fond, je trouve ça super bon. Ouais. Ou le spray, la cuisson, tu as le spray cuisson, Ouais. la crêpe, Aussi, parfois ouais. je fais ça aussi. Voilà, mais même sur matière grasse, hein, tu as une poêle à Donc crêpes. généralement, ouais, on vous rappelle un peu le truc. Généralement, c'est 2 œufs pour une dose, donc c'est à peu près 2 œufs pour 25 grammes. Ben, après, vous multipliez l'opération tant que vous voulez. Vous pouvez faire 4 œufs pour 50 grammes. Bon, voilà, peu importe. Mais après, ça va dépendre de vos macros, ce que vous voulez. Chez Chloralis, le matin, elle se fait 3 œufs entiers avec une dosette bien bombée. Donc je pense qu'elle prend 3 œufs avec 30 grammes. Et même 3 œufs et 30 grammes de farine de patate douce, nos calories, c'est pas énorme et ça fait déjà une méga crêpe magnifique. Et elle Bah, le matin, tu vois. en fin de sèche, je sais pas si tu te rappelles, je faisais 6 œufs et 50 grammes de farine. Ouais, Et ouais, ça allait bien, hein. ouais, aucun souci. Aucun souci. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, après, ce qui est bien, c'est que comme les crêpes classiques, on peut. Enfin, en fait, une crêpe, c'est, t'as la recette de base et puis tu peux varier à l'infini, quoi. Voilà. Alors, Tu on vous conseille aussi de, ça ouais, du goût, ouais, de passer aussi évidemment au mixeur. Voilà, ouais, vous avez un petit blender, vous mettez les œufs, vous mettez la farine, terminé. Franchement, faire des crêpes, ça prend 5 minutes chrono ouais. entre les préparer et la cuire. Ça prend 5 minutes. Au fouet, c'est possible sans blender, mais c'est un peu plus dur. Ouais, Gabriel, qui est pâtissier, m'avait montré une méthode. ouais, C'est un peu plus dur sinon, ouais, au ouais. fouet. Mais Mais si vous avez un petit blender, moi je prends un petit blender de la marque Philips. Il est petit, comme ça il se nettoie sous l'eau rapidement. Franchement, c'est rapide, efficace. Prenez pas la il y en a qui font un checker aussi, ça marche tout au coup. aussi, ouais, dans le checker si vous n'avez pas. Mais franchement, si vous mangez des crêpes tous les jours, investissez dans un petit blinder en plastique. Quand je dis en plastique, c'est parce qu'en verre, vous pouvez prendre le verre, mais généralement les verres déjà, ils sont beaucoup plus gros. À nettoyer, c'est un peu plus galère. Alors que moi, j'en ai des petits comme ça, là, des petits Philips. Et qu'est-ce que c'est pratique à Moi, nettoyer j'aime après. bien parce que quand tu fais 12 œufs, tu as intérêt d'avoir un gros blender. Toi, c'est un peu différent parce que oui, toi, tu es obligé d'avoir un gros, toi, du coup. Ouais, 12 œufs, mais voilà. Mais j'ai déjà fait plus, je crois. J'ai déjà eu mangé que des crêpes dans la journée. Bon, voilà, c'est question de timing et de trucs. Mais Super. c'est vrai que ça a vraiment. C'est pas pour faire de la pub, mais tous ceux qui en mangent le confirmeront en commentaire. Ça a vraiment changé la vie de la diète, quand même. Faut dire ce qui est, hein. À l'époque, on mangeait les galettes œufs, flocons d'avoine. C'était quand même pas pareil, hein. Ouais. Franchement, c'est pas pareil, hein. C'est vrai que tous ceux qui goûtent ça, généralement, ils ont du mal à revenir sur des galettes. Ça arrive hein, parce qu'il y en a certains, tu sais, ils arrivent en rupture de stock et le temps qu'ils recommandent, du coup, ils retestent à la galette d'avoine et me disent à chaque fois, c'est une catastrophe. J'ai tout jeté. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'en vois sur les réseaux sociaux qui te soutenaient avant, tu vois, et qui maintenant, on ne sait pas pourquoi, ils ont pris en grippe la farine. Ils postent sur leur réseau leurs crêpes à l'avoine. Petite parenthèse, je me dis, vous devez être dégoûtés quand même. Vous devez, je pense qu'au Ouais, quotidien, vous, ouais, c'est je deux, sais pas trois si vous personnes. faites ça ou pas, mais vous Je devez. crois que c'est deux, trois personnes qui étaient proches de moi, non, c'est ça? Ouais, je pense que je me dis, qu'est-ce qu'ils doivent passer des petits déj de merde quand même, parce que non, je rigole, non, c'est pour rigoler, hein, on peut aimer. Je comprends pas comment. Franchement, je ne comprends pas comment on peut préférer des blancs d'œufs et des flocons d'avoine à des œufs entiers de la farine de patate douce. Je comprends pas. Franchement, je.
Je Moi, bon. pour être honnête avec vous, vous savez que j'en vends énormément, hein, et j'ai beaucoup, beaucoup de clients. Je n'ai pas eu un seul client qui n'a pas aimé ça ou qui a dit franchement, voilà. J'en ai pas eu un seul, ou les deux seuls que j'ai eus, c'était des gens qui ne m'aimaient pas, donc qui étaient de mauvaise foi en fait. Mais honnêtement, et c'est pas, enfin, en toute humilité, je n'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit tes crêpes elles sont pas bonnes. Voilà, donc Bah non, mais de toute façon, c'est super bon, tu vois. Surtout quand tu fais la diète, ouais, difficilement, tu vois. C'est comme un McDo. McDo, c'est de la merde, mais c'est bon. Il y a peu de gens qui vont te dire que c'est pas bon, tu vois. C'est vrai ou pas? C'est de la merde nutritionnellement parlant, mais au goût, c'est bon ou pas? c'est vrai, c'est vrai. Voilà, tu vois. Bon, il y a des hypocrites, non, mais c'est pas bon parce que ils font la diète, ils sont sains. Moi, je te le dis, c'est bon, c'est comme ça, tu vois. Voilà. Bref, petite parenthèse. Bon, Bon, ça marche. Bon, voilà. mettez-nous des commentaires, notamment sur les crêpes, si vous kiffez ça. Ça nous fera plaisir, surtout à moi. Et puis voilà, likez, pensez à mettre des pouces bleus et tout ça. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres questions du jour. Voilà, merci à tous, à plus, bye Salut bye. Anto, salut tout le monde, ciao, ciao.